suite à une bonne analyse radiologique, on peut éventuellement confier le malade à un chirurgien pour un CHC. Alors, effectivement, c'est d'actualité, même si on sait que l'épidémie de VHC est en train de s'achever, ou va s'achever, en tout cas on a vu que c'était la volonté de l'achever. Il y a encore les malades qui l'avaient contracté qui sont en train de faire les CHC. Il y a une autre épidémie qui, par contre, elle n'est pas du tout en train de s'atténuer, c'est les cirrhoses métaboliques. Et puis tout ça, c'est parce que les hépatologues, les gastro-entérologues travaillent bien et que les cirrhotiques vivent plus longtemps, donc ils ont le temps de faire des cancers avec des CHC. Et puis aussi, on a des dysstomies. Sébastien en a parlé. Donc c'est vraisemblablement quand même un problème de cirrhose, carcinome hépatocellulaire. 9 fois sur 10, c'est sur un foie qui est malade, cirrhotique. 20% des cirrhotiques de manière générale, ils font un cancer, CHC. Et dans ceux-là, il y en a encore que 20% qui vont avoir un traitement curatif. La moitié, à peu près, de la chirurgie. Très peu, finalement, des traitements idéaux qu'est la transplantation. Et puis, des places pour les thérapeutiques un peu plus locales. Donc, ce qui change peut-être actuellement, et ce que le chirurgien, effectivement, ce que tout le monde qui prend en charge devrait savoir, c'est que, là, on a parlé des nouvelles recommandations de l'ISOL au niveau radiologique, et bien au niveau prise en charge, ça se modifie un peu. Alors, l'algorithme en lui-même, il est à peu près le même. On a les cases, on a les flèches, tout va bien. Puis, ce qui change quand même, c'est le texte qui est dessous. Et finalement, ce texte-là, quand on lit outre la description des abréviations, etc., on se rend compte qu'il introduit cette notion de migration de stratégie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer que l'algorithme il est universel et que pour un patient, on va être amené à faire une chose et pas autre chose. Et surtout, qui doit être fixe dans le temps. Alors, pour le chirurgien, ce qui est déjà sympa de savoir, c'est dans quel cas est-ce qu'il ne devrait pas opérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas, mais en tout cas, ça veut dire que là, il n'avait pas à le faire. Alors, c'est les stages avancés à partir du B, le CHC multifocal, celui qui est classifié évidemment dans les écales, parce que quel que soit l'état de la fonction hépatique ou l'état du patient. Après, des choses assez naturelles, la thrombose néoplasique, de veine porte et des branches portales, le métastatique, lorsqu'il est ganglionnaire ou tumoral, bien sûr, et ce qu'est-ce que soit la fonction hépatique. Et puis après, pour parler de l'altération de la fonction hépatique, effectivement, le patient très altéré qui relèverait d'une transplantation, mais qui ne peut pas l'avoir pour des raisons d'état général. C'est pas si simple que ça, parce que finalement, là-dedans, on peut piocher des indications qui amènent le patient à une chirurgie, soit par de la transplantation, parce que même s'il n'a pas encore une fonction altérée, il y a des composantes qui font que l'accès peut être admissible à la transplantation. De la même façon, un patient altéré, il est altéré aussi par sa maladie cancéreuse, et peut-être que le traitement, c'est la transplantation pour son cancer et pour sa maladie du foie. Et puis la définition de la résicabilité, qui n'est pas évidente, parce qu'il y a des lésions qui paraissent irrésécables, et ça dépend un peu de ce qu'on entend par là. Donc, pour simplifier un peu les choses, on va quand même parler du foie non cirrhotique. Pourquoi est-ce que je dis que ça va simplifier? Parce que c'est rare, d'accord? Mais en fait, c'est pas tellement différent du foie cirrhotique. Tout simplement parce que 10% de CHC sur foie sain, c'est pas vrai. C'est 10% de CHC sur foie non cirrhotique. Là-dedans, il y a des foies qui sont tout sauf sains. Il y a des foies de syndrome dysmétabolique, les foies de Nafel, c'est-à-dire tout ce qui va être stéatohépatite, pas encore au stade de cirrhose ni de fibrose sévère, mais on le sait, le chirurgien le sait, ce sont des foies à risque de complications. Et en plus, c'est pas de bol, parce que non seulement ça, mais c'est des malades qui sont à risque de complications. Parce que c'est les malades métaboliques qui sont plus gros, obèses, des comorbidités, etc. Donc on va pouvoir dire qu'on considère que le CHC, ça se prend en charge de la même façon, quel que soit le foie, sauf les rares cas de foie vraiment sains, et là ça devient plus rare. Quel geste on va faire? Assez simplement, on se retrouve là où il y a de la thérapeutique chirurgicale, les possibilités sont en dessous, c'est toujours l'arbre de l'ISOL. Et la première notion à avoir, c'est la tumeur. On a une tumeur, on va interpréter ses caractéristiques très simplement et mesurables grâce à l'imagerie, la taille et le nombre. Pour les tumeurs de moins de 2 cm, les portes sont ouvertes en termes de résection, et on sait maintenant qu'il y a la possibilité de faire une destruction, une ablation. Alors après, la méthodologie, c'est assez hétérogène, même dans les revues et dans les méta-analyses, mais on sait que la survie globale sera la même. Alors, par contre, et ça c'est assez intuitif aussi, c'est des patients qui vont avoir peut-être plus de récidives lorsqu'on a fait une ablation, mais qui vont avoir moins de morbidité du geste par rapport à la chirurgie. Pour les tumeurs intermédiaires, 2 à 5 cm, on peut être dans le cadre de la transplantation, bien sûr, fonction hépatique conservée, le patient ne rentrera peut-être pas encore dans ce critère-là, c'est la résection qu'on pourra proposer. À noter que l'ablation, elle peut avoir sa place, jusqu'à 3 cm, on conserve des bons résultats, puis au-dessus, il y a des protocoles avec des multiples résections thermiques, par exemple.
Le traitement le meilleur, c'est l'ATH, il n'y a aucun problème, avec la morbidité qui reste importante, mais c'est tout stade confondu, d'accord? Mais bon, ça reste quand même quelque chose qui traite toute la maladie. Et puis pour les lésions supérieures à 5 cm, on va sortir du cadre de l'ATH, en tout cas des critères de Milan, on va en reparler tout à l'heure. La résection, elle prend sa place ici. Le nombre de lésions, ben ça c'est important parce que effectivement, plus il y en a, plus ça va être compliqué, plus ça va être difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que ça se restreint petit à petit. Pour une nodule unique, les 3 possibilités sont là, sous réserve de la taille dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui est plus intéressant, c'est que la lésion, elle s'est développée sur un foie qu'il va falloir analyser. Alors là, on ne va pas aller très loin. La fonction hépatique, comment est-ce que l'on la définit? C'est très simple, dans les dossiers médicaux et cliniques et biologiques, il y a des scores, Child, May. Il y a des choses plus spécifiques qui sont répondues quand même, qui sont les tests de clairance, de rétention biliaire, etc. Il y a quelque chose qui est extrêmement important aussi, c'est l'élasticité du foie, et il n'y a pas forcément toujours ce critère-là qui intervient, mais on sait qu'un foie très dur, quand on a des fibroses avec des foies qui avoisinent les 15 jusqu'à 20 kPa, c'est des choses qui sont assez difficiles à prendre en charge. De cela, on peut tirer la notion d'une fonction hépatique, même si elle est conservée, est-ce qu'elle est conservée, mais est-ce qu'elle est stable, ou est-ce qu'elle est sur une espèce d'état qu'on dit un peu métastable, c'est-à-dire, oui, il y a une fonction qui est conservée, mais c'est au prix de quelque chose qui peut décompenser à tout moment. Et dans les facteurs très à risque de décompensation, il y a l'hypertension portale. C'est un facteur pronostic essentiel, quasiment indépendant du reste, parce qu'il va être non seulement lié à la décompensation, mais aussi s'intriquer de manière extrêmement précise et importante avec tous les autres facteurs. Quand on regarde un peu ce qui se passe, un patient qui a une hypertension portale, on va réfléchir en termes de résection. Est-ce qu'on va faire une grosse résection, une petite résection, majeure, mineure, en gros, bien que ça ne présage pas des risques chirurgicaux globaux, hein. Mais cela dit, ce patient-là, avec une hypertension portale, les risques sont soit très importants, soit plus faibles. Et ils seront très faibles que dans un cas où effectivement il n'y a pas d'hypertension portale et on incorpore encore d'autres classifications, et le score de Bell peut s'impliquer là-dedans. La résection, l'importance de la résection, c'est la résection qu'on va s'imposer. Il va falloir être optimal. Ce n'est pas pour autant qu'on va vouloir réduire la résection. Et le cahier des charges d'une résection d'un CHE, il est maintenant assez clairement défini. C'est une résection qui doit être anatomique. On améliore la survie sans récidive. C'est des marges de sécurité qui doivent être importantes. Et en augmentant ces marges, on augmente la survie et diminue la récidive. Et puis, ce dont Sébastien a parlé, la volumétrie. Ce qu'on peut admettre en chirurgie hépatique classique n'est absolument pas valable pour un foie de cirrhose. On ne peut pas tolérer les 20% de foie restants ou le 0,5, c'est 0,5 du poids corporel. Ça doit être nécessairement plus. Et où doit-on placer le curseur? Ce n'est pas un facteur qui va être pris en charge, qui va être en tout cas interprété de manière indépendante. C'est avec le reste qu'on va l'interpréter. Évidemment, ce qu'on peut savoir, c'est que ce volume-là, on peut l'optimiser. L'embolisation portale est faisable. Ça a en plus l'avantage d'être un test pour la future opération, en plus du volume, de savoir si le foie est capable de supporter. Et puis quelque chose qui est très intéressant aussi, M. Salamé l'a dit, la célioscopie, la voie mini-invasive, alors évidemment pour les lésions bénignes, mais pour les lésions malignes, ça met quand même quelque chose d'assez important en place, c'est que ça met en place le fait qu'on sait que ce sont des malades qui bénéficient d'une intervention par voie mini-invasive d'un point de vue carcinologique, c'est-à-dire qu'ils ont des bons résultats, il n'y a pas de problème. Mais ces patients-là, en plus, font moins de complications. Et on diminue la morbidité. Donc le patient un peu limite, et là c'est assez particulier, le patient qui est un peu limite, du fait d'avoir la possibilité d'intervenir sous laparoscopie, peut être opéré, ce ne serait peut-être pas le cas en laparoscopie. C'est rare qu'une voie d'abord modifie les indications quand même. Alors voilà, l'exemple c'est ça. La même lésion en taille, centro-hépatique, là, dans l'encorbellement des branches sectorielles droites, c'est une hépatectomie majeure, ce sera nécessairement de la laparo, un patient fragile, ne peut pas l'avoir ça. En revanche, le même patient, le même terrain, le même foie, avec une lésion périphérique du segment 3, eh bien pourquoi pas lui proposer une résection chirurgicale par laparoscopie. Le patient, le voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne effectivement toujours ce qui plane au-dessus, l'importance dans tout ce qu'on va faire, c'est de savoir si un jour où déjà il y a prévu un projet de greffe, de transplantation, parce que c'est quand même le but ultime pour guérir le patient, c'est de le guérir de sa maladie cancéreuse et de sa maladie cirrhotique. Et les critères qu'on connaît, classiquement admis, ils évoluent. Il y a des critères, il y a un score défendu par la France, parce que local, qui définit des critères qui peuvent être admissibles ici et qui ne sont pas dans les critères de Milan. Mais les critères de Milan eux-mêmes, ils évoluent. Le ticket de métro 2.0, c'est l'équipe des critères de Milan qui le publie. Et ils étendent ces critères-là en incorporant d'autres facteurs.
Évidemment, il faut des donneurs en plus. Alors ça, après, c'est d'autres débats. Les greffons marginaux, les donneurs vivants, d'accord. Et puis, il y a autre chose d'intéressante quand même, c'est tout ce qui va être, et ça c'est important pour le chirurgien, tout ce qui va être chirurgie qui ne sera pas de la chirurgie inutile parce qu'on va guérir le malade, mais qu'on va l'amener à un projet de transplantation, c'est du traitement d'attente, du downstaging. C'est pas tricher que de faire ça, c'est simplement se dire que pour éviter qu'il soit en drop sur une liste d'attente ou pour l'amener dans les critères de transplantation, on va lui faire un traitement d'attente qui peut être de la chirurgie. Et non seulement c'est pas tricher, mais en plus c'est bénéfique parce qu'on sait que ces patients-là, après, ils ont des résultats de transplantation qui sont certainement pas inférieurs à ceux qui ne l'ont pas eu. Et puis l'état général, ben, tout ça, derrière ça, c'est pour dire que maintenant on a une radiologue, on a une chirurgien, mais en dernier, celui qui va faire foi de tout, ça va être l'anesthésiste, parce qu'il faut pouvoir l'endormir le malade. Et que, effectivement, on a une petite idée des choses quand on l'envoie à l'anesthésiste, mais il faut toujours penser que derrière ça, il y a peut-être la comorbidité pulmonaire, il y a peut-être la comorbidité qu'on n'avait peut-être pas bien évaluée et qui peut contre-indiquer complètement et déplacer complètement notre ligne de traitement. Et puis il y a tout ce qu'on ne dit pas encore, j'en dirai pas plus parce que c'est compliqué, enfin pas compliqué d'ailleurs, mais parce que c'est pas encore tout validé, et ça n'apparaît pas dans les arbres. L'histologie de la tumeur, son aspect en imagerie plus spécifique, les choses dont nous a parlé Sébastien, la génétique de la tumeur, les scores variables, etc. J'ai dit que j'en parlais pas, on verra plus tard. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que le chirurgien doit savoir. Il doit savoir une chose, c'est que c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure et ça se prête donc très bien à élaborer un parcours pour le patient. C'est-à-dire que le patient qui va être adressé pour une hépatectomie, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit incorporé dans un parcours, il reçoive toujours la même chose, pour rien oublier, pour pouvoir le mettre dans sa case la plus adaptée. Donc c'est la consultation dédiée, c'est programmer les examens, c'est discuter un RCP, mais toujours dans la RCP, il y a toujours une discussion avec en arrière-pensée la transplantation, ça c'est essentiel. Et puis l'hospitalisation, tout ça doit être extrêmement protocolisé, et l'organisation du suivi médical également, à tout moment. La personnalisation et le parcours de soins, c'est du diagnostic jusqu'à la guérison complète. Et si on parle d'un sérotype, c'est pas d'abord. Voilà.